Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous n'avez jamais cessé de mettre votre voix au service des autres. Vous avez créé un groupe dont les activités montrent que le Corse est beaucoup moins paresseux que certains l'assurent. Bonjour Jean-François Bernardini. Bonjour à vous, bonjour. Alors, il y a cet album di Mouvrini qui vient de sortir, on va en parler. Il y a un livre, L'autre enquête corse, et il y a votre parcours étonnant des Mouvrini qu'on va évoquer dans les clés d'une vie, comme Avec d'habitude, plaisir. avec des dates. Et la première date que j'ai trouvée, Jean-François Bernardini, c'est le 25 septembre 1982. C'est une émission de télévision qui s'appelle Di Casa, présentée par Pierre Leca, et vous chantez pour la première fois cette chanson à la télévision. C'est votre première télé, vous vous en souvenez ? C'était sur une chaîne de la troisième chaîne, je crois. Certainement. C'est une chanson que j'ai écrite avec Duante Ramuro, qui est un fameux poète de la langue corse. Et c'était le tout début du groupe avec mon frère, avec notre équipe de musiciens. Voilà. Alors, effectivement, ce groupe, vous l'avez créé avec Alain, votre frère. Et la musique, vous avez été initié à la musique par votre père, qui était un poète corse très célèbre, même s'il était menuisier, je crois, à côté. Ouais, la musique pour nous, c'est une histoire d'enfance. On a commencé très tôt, on avait 6-7 ans, on avait droit à cette éducation musicale offerte à la maison. Mon père avait une voix exceptionnelle, il adorait chanter, ma mère également, mon grand-père également. Donc on était baignés très tôt avec dans ce bain culturel. Et puis un beau jour, vous faites partie du cercle parce que vous entendez ça tous les jours chez vous. Et puis les plus anciens vous invitent à partager la dernière note de la polyphonie. Et puis ensuite, vous vous trouvez avec ce désir et cette flamme que l'on vous donne, et vous participez on chantait avec mon père, nous deux frères. C'était d'ailleurs assez insolite de voir un adulte avec 2 enfants. Oui, car au départ, les chants polyphoniques, il faut avoir 10 ou 11 ans, il fallait avoir muet, et vous aviez 10 ans et vous jouiez avec eux. Ouais, on chantait avec eux, et c'était absolument insolite de voir un père avec ses 2 enfants. Mais voilà, ils nous ont donné ce virus-là, cette flamme-là. Et puis c'était un moment aussi où cette polyphonie était en train de décliner, comme déclinait la langue. Donc ce symbole était aussi une sorte d'image de renaissance. Oui, il faut savoir que ce chant traditionnel corse, c'est aussi une façon de transmettre la poésie par la musique. Ouais, c'est un chant qui a une fonction sociale très très forte. C'est le chant qui n'est pas mise en scène ou mise en spectacle, c'est le chant de la vie, c'est le chant du travail, c'est le chant des peines, c'est le chant des moments plus spirituels, c'est à l'église, c'est le soir à la veillée, donc c'est le chant de la transmission. C'est une sorte de chronique vivante de la vie de tous les jours qui est mise en poésie, qui est chantée, et qui est chantée avec des formes particulières comme existait dans mon village. Il y avait d'ailleurs une diversité dans beaucoup de villages, et cette polyphonie à 3 voix était particulièrement dense et interprétée dans mon petit village du nord de la Corse, à Talhues-Olaccia. Voilà, et il faut savoir que jusqu'à ce que vous arriviez, les Corses, le symbole Tino Rossi, qui avait commencé au Casino de Paris, vous serez d'ailleurs demain soir au Folies Bergères, qui avait commencé par hasard parce que Cécile Sorel ayant raté sa revue, il fallait un nouveau spectacle, et il y avait un jeune qu'on avait découvert pour les parades de France, pour représenter la Corse, c'est Tino Rossi. Il a chanté un soir, il est devenu star, voyez. Chose que j'ignorais, mais un talent énorme. Oui. Un talent énorme. Alors, votre père, justement, il est tellement lié à votre vie que vous l'avez chanté. Adieu à Julius, qui est votre père, et vous avez lui rendre hommage car il est mort très jeune, votre père. Mon père est mort très jeune, mais il était en très bonne santé. C'est un petit accident de la vie. Voilà. Mais en même temps, il était menuisier, il était passionné, passionnant. Et surtout, il nous a dit n'imitez pas ce que nous avons fait. Allez plus loin, projetez-vous, additionnez-vous et faites ce que vous ressentez. Et cet héritage, cette source-là nous abreuve encore aujourd'hui. Oui, et car vous avez développé les polyphonies corses, ça a commencé discrètement dans les foires, je crois, à 10 ans. Il y a la foire, la plus ancienne foire corse, la foire de Nioulou, et vous êtes déjà sur scène, Jean-François Bernardini. Sur scène, si l'on peut dire, plutôt sur une table, mais c'était des moments où il y avait des rassemblements populaires très forts, et c'était des moments où cette tradition orale vivace trouvait là, dans ces foires, dans les montagnes de Corse, un lieu privilégié, quoi. Donc chanter était aussi un moment fort, et voir un père
chanter avec ses 2 enfants dans ce contexte-là était aussi une sorte de petit symbole, quoi. Oui, surtout que cette foire, je crois, elle existe en Corse depuis 5 siècles. Tout à fait. C'est la foire du Niol, tout à fait. Et il y a aussi la foire à la châtaigne qui est très célèbre. Je ne sais pas si vous la connaissez. Bien sûr. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que ça remonte encore plus loin, car les premières châtaignes sont apparues à l'ère tertiaire sur notre terre. Ah, ça je ne savais pas. Voilà. Alors finalement, vous avez décidé qu'il fallait chanter, mais aussi ouvrir de nouvelles voies, si j'ose dire, des chemins qu'il fallait montrer, Jean-François Bernardini. Forcément, c'était chanter, c'est être aussi en résonance, bien sûr, avec cette tradition. C'est à la fois avoir du respect pour la tradition, mais aussi une forme d'irrespect, dans le sens où chanter, c'est chanter dans son époque, dans son temps, avec un autre vécu. Vous savez, la société agro-silvopastorale qu'était la Corse d'il y a quelques décennies, celle de mon père, de mon grand-père, elle a muté, elle aussi. Elle n'est plus la même. Nous vivons dans un autre monde, dans une autre époque. Et traduire ces moments-là, c'est aussi le devoir de la culture, de la musique vivante. Et c'est ce que nous faisons en permanence. Et ce que vous avez fait en particulier le 10 février 1997, on en reparle dans quelques instants sur Sud Radio avec François Bernardini. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-François Bernardini. Il y a donc ce nouvel album des Mouvrini, il y a l'autre Enquête Corse, et il y a des dates précises. 10 février 1997, ça vous dit quelque chose ? 10 février 97. Reportez-vous quelque part dans Paris, le Palais des Congrès, et vous montez sur scène grâce à cette chanson. Ne fermez pas la porte. L'album Yves Mouvrini à Bercy et album de l'année aux Victoires de la musique. Vous vous en souvenez de ce soir-là ? Bien sûr. C'est la récompense d'année de travail, non ? C'était bien sûr, c'était une sorte de moment très fort parce que dans notre carrière, il y a toujours eu cette progression comme ça. Mais c'est un moment de rassemblement comme jamais la Corse n'en a connu, autour de cette culture vivante, autour de cette expression musicale, puis autour de cette âme, de cette terre à la fois inconnue, une énigme souvent, et là c'était une manière de faire entendre l'âme de la langue, et je crois que c'est un moment très très fort pour nous et pour le public, bien évidemment. Vous pensiez avoir cette victoire On n'a jamais spéculé sur les victoires de la musique ou autre. On a travaillé, et à un moment donné, on est de ceux, on a la patience des paysans. Donc ils savent que quand tu sèmes, à un moment donné, tu récoltes. Et cette reconnaissance du métier nous fait et nous a fait beaucoup de bien, bien évidemment. Oui, après un chemin qui a été laborieux, parce que vous avez tout subi, Jean-François Bernardini, avec les Mouvrini. Il y a eu des vexations, des concerts interdits, des contestations sur vos chants, des contestations sur les langues régionales. Vous avez tout subi. On n'est pas... C'est clair qu'on est un peu des rescapés, parce que ces musiques-là n'étaient pas forcément attendues au niveau où elles sont aujourd'hui. Oui. Elles n'étaient pas forcément bien vues, parce qu'effectivement, chanter en langue corse, c'est déjà chanter dans une langue qui est parlée par quelques dizaines de milliers de personnes. Pour trouver un producteur qui mise là-dessus, et pour nous-mêmes y croire, c'est déjà pas simple. Et puis ensuite, elle était souvent présentée comme une langue menaçant l'unité de la République, donc pas forcément la bienvenue. Donc c'est un combat, mais c'est un combat merveilleux, parce que c'est le combat le plus moderne qui est aujourd'hui. C'est le combat pour la diversité, pour la pluralité, pour l'unité qui rassemble et la diversité qui enrichit. Et ça, je crois que c'est une espèce de boussole planétaire qui est confirmée tous les jours et sous toutes les latitudes. Mais il faut beaucoup de persévérance. Il y a des moments où vous étiez découragé ? Non, jamais. Non, parce que on s'est toujours défini comme un pommier qui fait des pommes. Vous savez, un pommier qui fait des pommes, il peut y avoir de la gelée, il peut y avoir des hivers rudes, mais il recommence chaque année. Donc c'est ça, c'est notre parcours. Et la chance, le privilège que nous avons, c'est que le public n'a cessé de grandir et ne cesse de grandir aujourd'hui encore. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui nous est extrêmement précieux. Plus après, bien sûr, les médias qui s'intéressent à notre travail, etc. Vous en faites partie aujourd'hui, et je crois que tout ça a contribué à faire de ce que nous sommes. Oui, et puis on me dit beaucoup de bêtises sur les langues régionales. En fait, on dit que personne ne les parle plus. En fait, il y a 3,5 millions de personnes qui utilisent régulièrement une langue régionale. Alors que ça fait quand même beaucoup de monde en France, avec des langues très diverses. C'est un concept extrêmement étroit. Les langues sont ce qu'elles sont. Les langues sont les plus belles œuvres d'intelligence de tous les peuples du monde. Je parle 5 langues aujourd'hui, justement parce que j'ai été un bilingue français-corse très précoce, comme tous les enfants d'ailleurs de mon village. Et je veux dire que le bilinguisme, c'est surtout un enrichissement intellectuel qui vous ouvre d'autres fenêtres sur le monde, qui vous rend curieux, et surtout qui vous apprend quelque chose d'essentiel, le respect pour la différence de l'autre.
Oui. La curiosité pour la différence de l'autre, ça je crois que c'est important. Et une évolution permanente, parce que vous êtes parti, Jean-François Bernardini, des airs traditionnels corses, Oui. et vous avez évolué vers les musiques du monde. Oui, bien sûr, on a évolué vers notre vérité, notre sensibilité. Vous imaginez si on était uniquement des petits perroquets qui répètent en permanence? Bien sûr que la tradition, c'est extrêmement important. Bien sûr que ce patrimoine, il est précieux. Mais en même temps, la plus belle des traditions, c'est la création. C'est se réinventer, c'est se renouveler, c'est additionner. C'est ce que nous faisons en permanence. Dans le son, dans la curiosité, nous sommes avant tout des musiciens, c'est-à-dire des petits chercheurs. Et nous avons comme seul guide la sensibilité. À quoi tu es sensible aujourd'hui? Quelles sont les colères, les espoirs, les amours, les rêves qui te traversent? Et en 2019, ces rêves, ces espoirs ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il faut observer sans cesse. Observer, vous savez, je crois que c'est Brassens qui a dit les chansons, c'est simple, mais il faut juste y penser 24 heures sur 24. Oui, exact. Ce qu'il faisait d'ailleurs. À 5 heures du matin, il était debout et il s'enfermait dans son bureau jusqu'à 13 heures et il écrivait. Il mettait des mois à faire une chanson. Il n'y a pas que lui, je crois. Ceux qui sont passionnés par l'écriture passent par ces étapes-là. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, il y a quand même des choses. Le groupe a évolué. Oui. Il y a des voix qui sont parties, d'autres qui sont venues. À chaque fois, ça s'est passé dans la fraternité, Jean-François Bernardini. Absolument. On a pu avoir, bien sûr, les séparations, c'est jamais très simple, mais on est un groupe qui est assez fidèle. D'ailleurs, nous avons la même équipe depuis des années aujourd'hui. Mais trouver les partenaires de scène, ça n'est pas si simple. Ça n'est pas trouver les gens qui sont dans le même état d'esprit, qui cherchent la même chose que vous, qui ont le niveau d'exigence, parce que ne l'oubliez jamais. En studio, on peut faire un peu ce qu'on veut. Sur scène, on fait ce qu'on peut. Et donc, vaut mieux pouvoir beaucoup, parce qu'il faut donc des musiciens de talent avec le même esprit et des techniciens de talent. Et aujourd'hui, je crois que depuis des années, nous avons une équipe stable qui est merveilleuse dans l'état d'esprit. Et notre force aujourd'hui, notre force de renouvellement, c'est celle-là. C'est le travail d'équipe. Oui, et les instruments évoluent. Vous avez longtemps utilisé, Jean-François Bernardini, la vielle à roue. Ouais, la vielle à roue. Qui est un instrument qui remonte au 9e siècle. Ouais. Gilles Chabenat avec sa merveilleuse vielle à roue, mais aujourd'hui différentes cornemuses avec Loïc Tailleux-Brest, avec un bassiste africain qui joue, chante de différents instruments et qui vient s'additionner et augmenter notre musique. Alors justement, la cornemuse, pour certains, c'est la Bretagne, c'est l'Écosse, c'est la Corse aussi. Oui, mais il a existé des diverses cornemuses dans toutes les cultures du monde, pour ainsi dire. Et la cornemuse est un instrument qui, comme tous les autres, trouve sa place dans des esthétiques différentes et au contraire même l'alchimie que ça provoque quand elle rencontre d'autres esthétiques ou d'autres mélodiques est surprenant et très intéressant. On trouve aujourd'hui des cornemuses en Inde, en Scandinavie, en Russie et au nord du continent africain. Donc partout. C'est un instrument qui a voyagé partout. Et vous aussi, vous avez voyagé avec des musiciens qui viennent d'autres continents, qui sont venus vous rejoindre petit à petit. Tout à fait. C'est indispensable pour vous. Tout à fait. Je crois que la musique, c'est un mariage en permanence, c'est des rencontres, c'est des petits ruisseaux qui rencontrent d'autres petits ruisseaux, qui rencontrent une grande rivière. Ça s'additionne et on aime bien quand ça s'additionne par l'esprit, l'âme et le talent. Voilà. Et il y a un album qui s'appelle Paix et la mort d'Ité, où il y a cette chanson qui symbolise tout ça, qui s'appelle Mort. Chanson au piano, mais qui est un symbole pour vous, Jean-François Bernardini. Ouais, c'est une belle chanson poétique. Mourir et voir la tristesse. Mourir, c'est en même temps, c'est une belle poétique. C'est une manière à la fois spirituelle de traiter un thème grave et en même temps en faire un thème de vie, quoi. Oui, et un thème de vie avec d'autres continents, car là aussi, il y avait des musiciens venus de plusieurs nations. Oui, tout à fait. Toujours, je crois que dans tous nos albums, on a été en Afrique du Sud, par exemple, rencontrer nos amis sud-africains. Plus tard, on a toujours aimé on a toujours eu cette curiosité des sons. Vous savez, un musicien, un compositeur, c'est aussi quelqu'un qui est obsédé par les timbres. Un timbre de voix, un timbre d'instrument. Et à chaque fois, on s'est dit, mais ça, si ça rentrait dans ma partition, si on a rajouté cette couleur-là comme un peintre dans un tableau, quoi, ça pourrait donner une nuance particulière. Et c'est ce qu'on a fait, ce qu'on fait toujours d'ailleurs. Oui, et tout ça dans un studio ultra moderne que vous avez construit dans votre village très ancien. C'est assez paradoxal. Oui, on s'imagine un peu une grande multinationale. En fait, vous savez, les temps ont changé. Il fut un temps où pour monter des studios d'enregistrement, il fallait des fortunes. Aujourd'hui, on met un studio d'enregistrement dans un ordinateur. Donc, si tant est qu'on a une petite et ancienne menuiserie, qu'on retape un peu,
On peut faire ça, on peut rendre un lieu extrêmement magique avec la technologie suffisante pour faire de la bonne musique et la faire dans un confort qui est celui du chez vous, où vous pouvez non seulement être vous-même, mais inviter d'autres gens. Et ça, je crois que c'est un petit luxe qui est agréable. Oui, et en plus, vous travaillez en autarcie, vous avez votre label, vous n'êtes pas emprisonné par les autres, Jean-François Bernardini. Non, on aime bien la souveraineté de l'artiste, mais on a besoin des autres. Ça ne veut pas dire qu'on est coupé des autres, mais cette sorte de souveraineté, de petite indépendance qui vous permet d'être libre, de chanter ce que vous voulez, de maîtriser les choses, c'est, je crois, aussi une petite conquête personnelle auquel nous aspirons tous. Et alors, ce qui est étonnant aussi, ce sont les duos que vous avez faits avec certains artistes très célèbres. Il y a eu Julie Zenati, Nana Mouskouri, Renaud, et puis il y a celui qui est devenu, je crois, un ami de la Corse. Ici, les gens sont silence et ne disent ce qu'ils pensent qu'à celui qui sait écouter. Notre ami Michel Fugain. Michel Fugain, alors moi qui est né à Grenoble, qui est doré les montagnes, et qui chaque fois que je le croise maintenant me dit combien il est heureux en Corse. Ouais, bah là, il a adopté la Corse et la Corse l'a adopté. Et comme notre ami Jacques Dutronc et tous ces gens-là. Yves Duteil aussi. Yves Duteil sont des Corses d'adoption. La Corse est une terre hospitalière, ouverte, avec bien sûr ses soubresauts, ses colères sourdes. Mais je crois que ces gens-là témoignent de combien c'est aussi une terre qu'on a envie d'adopter, d'aimer, à laquelle on a envie d'apporter un plus, une présence, un témoignage d'affection. Et il exprime très très bien. Oui, et ces artistes qui ont chanté avec vous, il y a des raisons particulières, ce sont des rencontres, Jean-François Bernardini? Alors, pour tout vous dire, très souvent, on a été sollicité pour ces collaborations, et on s'est laissé guider d'abord par les chansons qu'on nous proposait. Et il nous est arrivé de dire non, parce qu'on ne trouvait pas artistiquement la place, mais généralement, ces gens-là, que ce soit Fugain, Dutronc, mais Sting plus tard, Sarah Brightman, MC Solar, Grand Corps Malade et tout ça. Ça a été des rencontres à la fois, je crois que c'est la musique qui fait le travail. Ensuite, il suffit juste de trouver la bonne partition, le temps, la chanson et les conditions pour le faire. Mais je crois qu'on s'est laissé guider aussi par cette manière de dire on est prêt à cette aventure-là. Et généralement, on l'a fait avec des gens de talent, et ça me permet d'ailleurs, au passage, de les saluer, parce qu'on ne se rencontre pas toujours, mais de les saluer et de dire combien ils ont apporté à notre musique, à notre marche. Oui, ils ne connaissaient pas forcément les chants corses avant de vous rencontrer. Non, parce que bon, on connaît plus le nom que véritablement ce qu'est le fondement de la musique corse. Mais je crois que la musique, c'est la musique, quoi. Et en même temps, on arrive tous à... C'est ce langage universel, quoi, qui ne pose pas de frontières et qui permet à chacun de trouver une porte d'entrée. Et la porte d'entrée suivante, ce sera une date, le 18 octobre 2019. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio avec Jean-François Bernardini. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-François Bernardini. 18 octobre 2019 est sorti un album. Alors, le titre, je le dis en français, Port d'attache, et en corse, ça fait... Porto un cuore. Voilà, je vous laisse le dire. Vous avez un meilleur accent que moi. Et dans cet album, la première chanson, c'est Mauve. Alors ça veut dire bouge et bouge, c'est un peu votre devise, Jean-François Bernardini. C'est notre devise à tous. Oui. Mais ce thème port d'attache, Porto un cuore, il est central à cet album. Le port d'attache, c'est un besoin fondamental pour l'être humain, l'appartenance, appartenir à une famille, à un lieu, et puis à ce port d'attache qui nous est commun à tous, c'est celui de la planète, quoi. Et donc, et plus le port d'attache est fort, plus l'autonomie est sereine, plus on ouvre les bras, plus on respecte l'autre, donc on a voulu célébrer ce thème-là, et puis en même temps, voilà, et puis le faire passer à l'énergie nécessaire, bouger ensemble. C'est-à-dire que c'est votre 17e album, vous en faites un tous les ans ou tous les 2 ans au plus mal, et il y a toujours des thèmes communs, les droits de l'homme, l'écologie, l'avenir, ça vous intéresse? Je crois que le rôle c'est quoi être artiste aujourd'hui, vous voyez, dans un monde où on nous confine tous à ne faire que du divertissement, et je n'ai aucun jugement là-dessus, mais je crois que l'art, c'est aussi c'est nourrir.
Oui, l'art, passer c'est des donner à messages. chacun. C'est l'art, c'est donner l'accès à chacun au meilleur, à la meilleure nourriture possible. Et je crois qu'avec l'époque que nous traversons, ces inquiétudes-là, d'une part, elles sont légitimes, mais en même temps, l'artiste, il est là pour dire aussi, mais il y a des voies. Ce qui nous attend, c'est pas un mur. Ce qui nous attend, c'est un projet de réconciliation avec la vie, avec la planète, avec nous-mêmes. Et c'est l'ambition que nous avons aujourd'hui de dire, ces rendez-vous que nous offrons au public, et un album, c'est un rendez-vous. C'est de dire, partageons cet essentiel-là, ce contenu qui nous fait vivants, qui nous fait humains et qui nous rend, malgré ce qu'on nous dit dans ce monde qui prétend même nous refaire l'âme, dans ce monde, il y a des valeurs auxquelles nous sommes tous profondément attachés. Alors ces valeurs, justement, vous les défendez avec ce port d'attache qu'on écoute. Quand parfois j'ai le cœur lourd, quand parfois j'ai le cœur lourd, pour ton corps de misère. Encore ces voix des Mouvrini qui sont familières. Alors ce qui vous passionne aussi, c'est justement étudier les phases d'ombre pour les mettre en lumière, Jean-François Bernardini. Ça vous intéresse beaucoup. Vous savez, une petite lueur dans les ténèbres, ça change tout. Donc c'est ça une chanson. Une chanson, c'est un petit rien, mais c'est un rien lumineux. Et ce petit rien lumineux, dans un contexte, il peut éclairer les cœurs, il peut tout changer dans une conscience, il peut changer le parcours d'une vie. Et je crois que c'est ça le rôle que nous avons sur scène et dans un album. Oui, et en évoluant sans cesse, c'est le 17e album, et votre curiosité est intacte. Si elle n'était pas intacte, il n'y a plus aucune raison ni d'aller sur scène, ni d'écrire des albums. Je crois qu'il y a une force intérieure qui vous appelle d'une part à vous interroger, à vous inquiéter du monde. The world is in pain and is my problem. Le monde est en peine et c'est aussi mon problème. C'est notre problème. Oui, et puis la technologie, elle a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cet album, vous passez à l'électronique. Je crois qu'il y a des loops électroniques dedans. Je ne sais pas ce que c'est, vous allez expliquer, mais en même temps, on nous retire une partie de notre âme avec tout ça. Oui, alors bien sûr, on pourrait s'imaginer. Je pense que tant que la machine, entre guillemets, est au service de l'homme, ça me semble être extrêmement louable. Si c'était l'inverse, c'était autre chose. Non, les loops, c'est une manière aujourd'hui de produire des sons avec de l'électronique. Ça a une esthétique particulière, une sonorité particulière. Et des fois, ce mélange-là avec des choses plus organiques, il nous semble extrêmement séduisant et il crée des sonorités et des univers différents. C'est en ce sens-là où ça nous intéresse énormément. Mais à la limite, on pourrait imaginer que, au départ, une guitare, le premier inventeur d'une guitare, c'est aussi à sa manière une petite machine qu'il faut apprendre à utiliser, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça. Mais rester maître de cette matière sonore qu'il faut pétrir, qu'il faut fabriquer, Ça, je crois que c'est le rôle de l'artiste. Et dans ce cas-là, la machine, elle peut trouver une place aussi. Oui, et il y a une chose que vous insupporte aussi, c'est la violence à la télé qui fait le buzz. Et vous la combattez, cette violence, en permanence. Et je crois que vous la combattez de façon particulière avec une fondation depuis 2011. Et vous donnez des conférences dans les écoles et les prisons. Et ça, c'est très important pour vous, Jean-François Bernardini. C'est essentiel. Nous considérons aujourd'hui que, vous voyez, comme il y a de la malbouffe pour le corps, il y a une malbouffe verbale, comportementale, mentale. Donc il y a une violence que l'on respire au quotidien. Elle peut être structurelle, institutionnelle, physique. On l'apprend dans les salles à manger, dans les cours d'école, dans les rues. Et aujourd'hui, il faut faire ce travail de détox en disant tout simplement et en suivant ce que confirment aujourd'hui les neurosciences, la violence n'est pas la nature de l'être humain. La violence est une violation de notre nature. Et donc ce qui nous passionne depuis 2011 avec Omani, c'est de mettre la non-violence à l'actualité et de dire ce droit à la non-violence éducative est un droit fondamental pour aujourd'hui et pour l'avenir. Donc nous sommes intarissables sur cette énergie qui nous porte à aller dans des centaines de collèges, de lycées, de France, de Suisse et d'ailleurs, porter cette parole-là. Et je peux vous dire que cette parole, elle fait des petits miracles tous les jours, là où des centaines et des milliers de collégiens, de lycéens, de détenus, vous le disiez, mais aussi d'associations de parents, découvrent cette boussole qui est une inconnue, mais qui est un équipement de vie précieux pour le 21e siècle. 21e siècle que vous évoquez avec une chanson dans cet album, Di Mouvrini, 2043. Il y a des hommes qui marchent sur les chemins, les routes. Il y a des femmes, des enfants, nos systèmes en déroute. Où erano silenzio che fiorì aperte. Il paraît que des fous ont brûlé la forêt. Ça, c'est l'avenir et un avenir plutôt sombre, hein. Ouais, c'est 2043, mais c'est une chanson qui se veut une chanson alerte en disant, effectivement, devant nous, nous croyons ce que nous voyons et ce que nous entendons. Nous entendons 28 000 scientifiques du monde qui sonnent l'alarme. Et devant nous, donc, il n'y a pas un mur, je le disais tout à l'heure, mais il y a une chance. Et cette chanson, elle est là pour dire, il n'est pas trop tard.
Il n'est pas trop tard, mais nous sommes appelés justement à changer des logiciels qui, s'ils pouvaient être fonctionnels il y a 50 ans, 40 ans ou 30 ans, aujourd'hui sont totalement dépassés. Il s'agit de changer le logiciel et considérer que le vivant qui est autour de nous, il est limité, et il s'agit pour nous d'apprendre à vivre avec. Donc de dire oui à la vie, de nous reconnecter à ces valeurs-là. Oui, et en même temps, vous prenez la non-violence, mais aussi la réconciliation avec un livre, L'autre enquête corse, chez l'Aube. Alors là, c'est vraiment une étude parfaite sur tout ce qui sépare la Corse et le continent, et les erreurs qui ont été commises et qu'il faut rétablir, Jean-François Bernardini. Et tous ceux qui peuvent justement soulager par la vérité et nous offrir un voyage héroïque, comme le dit Peter Levine, l'inventeur du post-traumatic disorder. Non, en quelques mots, j'ai essayé de faire une radiographie du couple Corsica-France. Hein. Oui. Bon, la Corse, on comprend pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Très souvent, on s'en sort avec quelques a priori, c'est les Corses, ils sont violents par nature, c'est les vieux démons. Et en fait, toute cette banqueroute intellectuelle ne peut pas être satisfaisante. Donc j'ai essayé de savoir dans l'histoire, avec la psychologie traumatique, de dire mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce couple-là? Que se passe-t-il? Et ce qu'il se passe, l'hypothèse que j'aimais, c'est qu'il y a eu entre Corsica et France un trauma historique. Un trauma fort, un trauma c'est une blessure jamais connue, jamais nommée, jamais soulagée. Et à chaque déclencheur, on voit résurgir ce trauma. Ça peut être lors d'un match de football, autour d'une stèle, pour un drapeau, pour un hymne. Et l'idée c'est de dire, mais si on résolvait ce trauma en nommant l'histoire, en sortant de ce narratif de propagande qui laisse entendre que les Corses sont violents par nature, que les Corses ont une aspiration naturelle à la vendetta, etc. Tous ces clichés-là qui sont des narratifs de propagande qui fonctionnent très très bien, je crois qu'il faut s'en débarrasser pour ouvrir une ère nouvelle. Et je rencontre tous les jours des milliers de continentaux, d'Européens et de Corses qui disent on ne veut plus s'enfermer les uns les autres dans ce type d'image qui est dépassé, ringarde et révolu. Et il suffit de relire Jean-Jacques Rousseau, comme vous le dites, qui lui défend la Corse. On l'a un peu oublié. Rousseau, il avait en 1700, au XVIIIe siècle, un projet de constitution pour la Corse, à l'époque où la Corse était rayonnante dans toute l'Europe. Voltaire s'écriait « Toute l'Europe est Corse ». Mirabeau a écrit « Ma jeunesse a été souillée par une participation à la conquête de la Corse ». Ce sont des traces comme ça dans l'histoire qui nous disent effectivement, nous ne venons pas de nulle part. Ce que nous vivons aujourd'hui ne vient pas de nulle part. On n'enterre pas le passé et on aurait tort de croire qu'en l'enterrant, on va s'en sortir. Non, le trauma, il est transgénérationnel, il traverse les générations. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est la question essentielle de ce livre. Revanche ou guérison? Moi, j'opte pour la guérison. Et c'est faisable, d'après vous? Bien sûr que c'est faisable, mais pour autant, faut-il d'abord savoir. Pour combattre un mal, il faut d'abord le comprendre. Si on ne le comprend pas, on ne peut pas le combattre. Alors, l'avenir, les Folies Bergères demain, ce livre, L'autre enquête corse chez l'Aube, cet album Yves Bourigny, une tournée mondiale qui démarre en février. Ça fait quand même beaucoup de choses, Jean-François Bernardini. Mais c'est un merveilleux chantier. C'est un merveilleux chantier qui est porté par une équipe, qui est porté par des milliers de gens qui viennent à notre rencontre, qui est porté par cette famine, cette soif de contenu que l'on constate tous les soirs dans les salles de France et d'ailleurs. Il y a véritablement une quête de contenu. Il y a une quête autour de choses qui sont incarnées. Si je suis un petit peu légitime, si nous sommes un peu légitimes à parler de non-violence, c'est parce que nous faisons des centaines de rencontres. C'est ça qui donne une légitimité. Donc on a compris que on change pas le monde derrière un petit écran d'ordinateur. On change le monde quand on décide avec enthousiasme d'être un petit jardinier pour l'humanité, pour le bien commun. Et ça, c'est notre devoir. Continuez à être un jardinier, continuez à cultiver votre passion. Merci Jean-François Bernardini d'avoir participé à ces Clés d'une vie. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres Clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain. Merci.